Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 juillet 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par une fake news qui a eu du côté de Ton. A priori, voilà, le 6 juillet, il y a eu une annonce en stakant 100 000 $ de Ton, donc c'est pas tant que ça je trouve, hein, plus 35 000 $ de frais en je sais pas quoi, peut-être en Ton, peu importe, on pouvait soi-disant obtenir un visa aux Émirats Arabes Unis, mais évidemment ça a été réfuté dans les heures qui ont suivi. Voilà, non, c'est pas possible, on peut pas choper un visa des Émirats Arabes Unis en allant staker 100 000 $ de token Ton. Le marché a réagi évidemment à la sortie de cette news. Alors bon, c'était pas non plus incroyable, hein. Le token Ton il est passé de 2,75 $ à 3 $. Bon, ça fait quand même un bon petit plus 10%, mais on a vu mieux. Je vais passer ça assez vite parce que honnêtement j'ai pas trop d'avis sur la question et je m'en fiche un petit peu. C'est peut-être un tort, on s'en fout. Il y a 80 000 bitcoins qui ont été déplacés depuis 8 adresses. C'est des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 14 ans. Donc c'est des adresses qui ont miné, récupéré ces bitcoins en 2011. Ça date beaucoup. En fait, ces bitcoins, ils ont été consolidés, ils ont été déplacés sur une seule et même adresse. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans l'adresse vers laquelle les 80 000 bitcoins ont été déplacés, il y a le mot fuck. Voilà. La personne qui est derrière ces bitcoins s'est amusée à générer une adresse avec le mot fuck dedans. C'est une petite anecdote, je trouve ça marrant. Il y a plein de théories du style, est-ce que c'est des bitcoins qui ont été hackés? Parce que je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas Segwit et compagnie, donc les premiers bitcoins en théorie sont un petit peu plus à risque que les bitcoins les plus récents avec les nouveaux standards de sécurité, donc peut-être qu'il y a un truc qui a été découvert. Si vraiment c'était un hack ou quoi que ce soit, je pense pas que ce serait juste 8 adresses qui auraient été ciblé ou quoi que ce soit, mais ça montre un truc, quand même ce mouvement de 80 000 bitcoins, c'est qu'il y a pas mal de BTC qui datent de 2011, ces dernières années qui ont commencé à bouger, et on estime souvent que les bitcoins de cette ère, voilà, de avant 2011, en général on dit que c'est des bitcoins qui sont perdus, mais on en voit régulièrement, en tout cas de plus en plus ces derniers mois, on en voit régulièrement bouger. Comme quoi, c'est pas si perdu que ça. Et puis maintenant, avec les ETF et compagnie, et puis même avec les magouilles un petit peu des exchanges, synthétiquement, il y a quand même un petit peu plus de Bitcoin en circulation. Ensuite, on a MicroStrategy qui annonce une levée supplémentaire de 4,2 milliards de $. Alors c'est une levée en token, enfin pas en token, je suis con. C'est une levée en actions STRD, si je me souviens bien, c'est des actions préférentielles qui donnent un rendement de 10%, quelque chose comme ça. Au début, il y avait une première levée de ce côté-là avec ces actions, c'était pas un montant de fou furieux, je me suis dit ça va. Par contre, s'il continue de lever des milliards avec ce genre d'actions et à donner 10% de rendement, je sais pas, ça commence à se sentir un peu le Ponzi cette affaire, mais je continue de surveiller tout ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai même pas dit ma phrase emblématique, là on rentre dans les news Bitcoin maximalistes. Donc ensuite on a Metaplanet, est-ce que c'est étonnant de les retrouver là? Ils dévoilent un nouvel achat de 2205 BTC pour près de 239 millions de $. Ils achètent de plus en plus fort, Metaplanet, hein. Au total, ils sont à 15 555 Bitcoin, il y a pas si longtemps, ils dépassaient seulement les 10 000 BTC, hein. Donc ils ont vraiment accéléré la cadence, et là Metaplanet a annoncé que sa stratégie Bitcoin était entrée dans sa deuxième phase en prévoyant d'utiliser les Bitcoins comme levier de collatéral pour acquérir des entreprises. Alors stratégie tout court maintenant utilise aussi le Bitcoin comme levier mais pour acheter plus de BTC. Là pour acquérir des entreprises c'est quand même un petit peu couillu je trouve de la part de Metaplanet. Parmi les cibles potentielles figurent des banques numériques japonaises. Bon ça pour le coup c'est un petit peu ironique je trouve du côté de Metaplanet. En France, cette fois-ci on va un petit peu en France, et oui Cocorico, The Blockchain Group qui acquiert 116 bitcoins supplémentaires. J'ai l'impression que dans tous les DeFi Actu, je cite The Blockchain Group, en ce moment ils achètent du BTC, c'est cool pour eux. On a aussi Séquence, je l'avais passé dans le dernier ou l'avant-dernier DeFi Actu, la société parisienne spécialisée dans l'IoT qui annonce la levée de 384 millions de $ pour acquérir du Bitcoin et lancer sa stratégie de trésorerie d'entreprise. Il me semble que c'est la deuxième annonce qu'il y a autour de ça, ou alors peut-être que la première fois, c'était l'annonce qu'ils comptaient lever de l'argent ou qu'ils allaient lever, et là, ça y est, c'est levé.
J'ai un petit doute si c'est une deuxième levée de fonds. Peut-être que je dis des bêtises. Mais comme j'ai vu 2 fois le truc passer et que là la news est récente, mais peut-être que la dernière fois j'ai dû mal lire la news, mal interpréter. Peut-être qu'ils annonçaient cette levée de fonds. Ça me met le doute maintenant. Bon, en tout cas, ils ont quand même au minimum 384 millions de dollars de BTC, c'est plutôt pas mal. On a l'ETF Bitcoin de BlackRock qui détient désormais plus de 700 000 BTC, à quand le million, j'ai envie de vous dire. Et pour terminer, bon, on s'éloigne un petit peu, il n'y a pas que Bitcoin dans l'histoire, mais quand même, on a le nouvel ETF déposé par la société de Trump qui devrait détenir du Bitcoin, de l'Ether, du Solana, du XRP et du CRO. Il y a eu un partenariat, il me semble, entre Crypto.com et World Liberty Financial, je crois, ou peut-être le même coin Trump, je sais plus. Il y avait un truc entre Trump et Crypto.com, donc c'est pas hyper étonnant de retrouver le token CRO là-dedans, mais bon, je suis un petit peu mitigé par ça. On a une compagnie qui a vendu tous ses bitcoins pour acheter 200 millions de dollars d'Ethereum. Dans le milieu, on appelle ça faire une hasher, faire une Simonin, parce que il me semble que c'était Asher, hein, je dis peut-être des bêtises encore une fois, mais il me semble que c'est Asher il y a quelques années qui avait swappé du Bitcoin en Ethereum. Bon, c'était probablement pas le seul. Ne jamais vendre BTC, au grand jamais. Évidemment, c'est la phrase de tous les Bitcoiners maximalistes. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un petit regain d'intérêt quand même pour Ethereum. Bon, après, c'est comme Bitcoin, hein, la blockchain Ethereum, elle continue d'avancer dans le bon sens. Elle est toujours là, il y a toujours des projets qui se build autour, donc je m'en fais pas trop et je continue d'utiliser au quotidien quasiment l'écosystème Ethereum. Mais c'est vrai qu'on sent quand même un petit regain d'intérêt. Ça s'était vu sur le prix parce que Ether était descendu genre à 1500 $, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est même descendu plus bas que ça encore et il est remonté à 2500. Donc forcément, hein, ça titille un petit peu les gens, ça donne envie de s'y réintéresser. Mais quand on regarde un petit peu, quand on prend du recul, je trouve sur Ethereum, moi j'ai la sensation qu'on est sur une demi-molle, quoi. Enfin, certes c'est bien remonté à court terme, mais quand on voit que le début d'année Ether est à 4000 $, je suis quand même un petit peu mitigé par ça. Bref. On a quoi d'autre? Ensuite, on a Sharplink qui détient 205 634 Ethereum et qui a gagné 322 ETH en staking depuis le lancement de sa stratégie de trésorerie en juin. J'avais vu une autre news aussi comme quoi ils avaient récemment racheté 700 Ether ou quelque chose comme ça. Donc on a des boîtes qui se mettent à acheter de l'Ether. J'ai passé The Blockchain Group tout à l'heure qui avait acheté du Bitcoin, il me semble. Peut-être que je confonds avec une autre boîte française, mais il me semble qu'ils ont... Ah non, je crois que je confonds. Il y a une autre boîte française qui achète de l'Ethereum. Je crois pas que ce soit The Blockchain Group. Peu importe. On a Upexi aussi, société de trésorerie sur Solana, qui a déclaré qu'elle détenait 735 000 sols et des poussières. C'est pas la seule boîte à investir sur Solana. Et il me semble que j'avais vu quelque chose d'intéressant sur leur poste d'origine. Approximativement 58% est bloqué et acquis à discount. Donc ils ont fait des bonnes affaires, on va dire, du côté du Upexi, tant mieux pour eux. Est-ce qu'ils auraient pas racheté les Solana de Alameda et de FTX? C'est pas impossible. Bon, en tout cas, ils ont a priori aussi du staking sur leur Solana. Ils disent 8% de moyenne de staking, donc c'est cool pour eux. On a des boîtes qui continuent d'investir sur Solana. Pourquoi pas? Ether, Solana... C'est pas que j'aime pas, j'ai de l'Ether dans mon portefeuille, mais bon, c'est vrai que à force de passer les news Bitcoin maximalistes, ça a quand même tendance à me pousser un petit peu vers ça et à me rendre un peu maximaliste. Mais je peux comprendre les gens ou les boîtes qui investissent sur Ether et sur Solana. Ensuite, on revient un petit peu dans l'écosystème crypto. En ce moment, il y a des gens qui parlent de Bonk Fun, donc le Pump.Fun de Bonk, un nouveau launchpad de Memcoin sur Solana. C'est super, on avait trop besoin de ça. Pourquoi les gens en parlent? Eh bien parce que ça a dépassé les volumes et les revenus de Pump.Fun sur une journée, peut-être même un peu plus, peut-être que ça va même continuer un petit peu, hein. Allez, soyons fous. Bon, il y a même de la spéculation autour du token Bonk, c'est quand même un token qui est valorisé à 2 milliards de dollars, donc ouais, ça me donne pas trop envie de spéculer sur ça, surtout que les memcoins, c'est pas quelque chose sur lequel j'aime spéculer. Je dis pas qu'il y a rien d'intéressant à faire ou quoi que ce soit sur le domaine, c'est juste pas ma tasse de thé, et je pense que le ratio risque-récompense vaut pas toujours le coup.
Mais voilà, factuellement, il y a un petit peu pas de regain d'intérêt, il y a un petit peu d'effervescence autour de cette nouvelle plateforme. Il y a Jupiter aussi qui ont lancé leur launchpad. À chaque fois qu'il y a une blockchain qui se lance maintenant, on a des forks de PancakeSwap et des forks de Pump.Fun. Il y a toujours une plateforme, un launchpad à Memcoin qui va arriver sur tous les nouveaux écosystèmes ou la plupart. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut savoir vivre avec son temps, voilà. C'est un produit, c'est un truc de son époque. En 2021, en 2022, on avait d'autres narratives. Force est de constater que les launchpads restent un petit peu. J'aimerais bien les voir disparaître, mais bon, c'est comme les casinos. Malheureusement, c'est là et les gens un petit peu accros qui ont des problèmes. Avec les jeux d'argent et compagnie, ils vont faire plein de carabistouilles autour de tout ça, et c'est pas forcément pour leur bien. En parlant de mauvaises choses, tiens, c'est la parenthèse parfaite pour passer aux mauvaises nouvelles du jour, et on commence par une nouvelle extorsion crypto en France. Une femme change un peu de parité, c'est bien, ça fait plaisir. Enfin non, ça fait pas plaisir puisqu'elle a été agressée chez elle devant sa famille. C'est pas terrible. Ciblé pour ses crypto-monnaies, un suspect a été arrêté avec un hachoir. Bon, j'étais en voir un petit peu plus, il y a Goku aussi qui a fait un post sur le sujet, pas grand chose de plus à rajouter honnêtement sur cette histoire. C'est triste, encore une fois, d'en arriver là, surtout que les cryptos, c'est probablement un des pires trucs à voler, parce que c'est traçable facilement. Je sais pas combien de fois il va falloir le dire, combien de fois il va falloir le répéter, que c'est une mauvaise idée de cibler quelqu'un qui a des crypto-monnaies. Mais c'est triste à dire. Et c'est encore plus triste de se dire que, oh là là, on doit se cacher, etc. C'est pas bien de dire qu'on a de la crypto, quoi que ce soit. C'est limite de notre faute d'en parler. Bref, je trouve le sujet fou et encore une affaire en France. Quand est-ce que ça va s'arrêter? D'ailleurs, il y a Éric Larchevêque qui a fait un post par rapport à ça et ça m'a fait marrer. Armez-vous, entraînez-vous. Je recommande le Guardian Angel 3, un pistolet gel hautement incapacitant, très compact. Globalement, c'est un pistolet qui je connais pas le produit, mais ça a l'air d'être une sorte de pistolet un petit peu lacrymo. Par contre, il nous précise, ce cher Eric Larchevêque, port non autorisé sans motif légitime, préparez vos arguments en cas de contrôle. Voilà, ça m'a fait sourire un petit peu de voir ce post. Et bon, faites-en ce que vous voulez de cette information, de ce pistolet, comment ça s'appelle? De ce pistolet gel hautement incapacitant, le Guardian Angel 3. Voilà, j'avais trouvé ça plutôt cocasse. Ensuite, on revient un petit peu sur la DeFi, on a Peapods Finance qui s'est fait exploiter, qui s'est fait dérober 78 Ethereum. J'ai pas été voir en détail, j'ai même pas été voir s'ils ont mis un post sur leur protocole. Je suppose quand même qu'ils ont réagi à ça. Pas l'impression, non, ils ont pas l'air d'avoir réagi à ça a priori. Bon, pas terrible de la part de Peapods. Sur Discord, il y en a qui parlaient du protocole récemment. J'ai jamais été trop emballé par ce protocole et bon, ce petit hack, ça me donne pas spécialement envie de m'y intéresser un peu plus. Ensuite, on a eu un dépeg du côté de l'USDF et je peux même dire on a un dépeg sur l'USDF parce qu'il est toujours autour de 99 centimes. Je sais pas exactement, j'ai pas eu le temps de creuser, de voir ce qui a pu lancer ce dépeg. Alors c'est probablement des baleines qui ont farmé autour du stablecoin et qui en ont vendu au marché, un petit peu comme l'USDZ Danzen Finance. Et si le stablecoin n'arrive pas à dépeg, c'est qu'a priori le mécanisme de rédemption derrière, il est pas terrible. Il me semble qu'il faut absolument faire un KYC pour pouvoir utiliser le mécanisme de rédemption. De mémoire, ça marchait comme ça sur l'USDF de Falcon. Donc ça pourrait expliquer pourquoi il reste autour de 99 centimes, pourquoi il repègue pas aussi facilement, mais ça veut aussi dire que si on n'a pas envie ou si on peut pas faire le KYC, on risque pas de jouer l'arbitrage. Donc forcément c'est risqué de détenir de l'USDF. Mais ouais, je demande à voir, je demande à voir, faudrait creuser un petit peu plus l'affaire et là pour le coup j'avoue que Falcon, en fait quand j'ai appris qu'il y avait un KYC pour le mécanisme de rédemption, j'ai un peu mis le stablecoin de côté. Bon, c'était peut-être pas si mal. On a le créateur de KittenSwap aussi qui a posté des trucs un petit peu bizarres sur Twitter. Il a dit des trucs du style « Oulala, je suis désolé » et il a supprimé ses posts depuis. Et juste après ça, évidemment, on a le token du protocole qui a dumpé. Il a pas non plus fait un dump de fou furieux. Hein. Il est passé de 4 centimes à 3 centimes, même un peu moins de 3 centimes. C'est quand même un bon moins 30, moins 40%.
Mais on a vu pire, le token est remonté brièvement, quasiment à 4 centimes, mais il est déjà redescendu autour de 3 centimes, donc c'est un petit peu le yo-yo. Mais mine de rien, malgré cette baisse, il y a toujours des rendements sympathiques sur le protocole, donc je reste sur l'avis que j'avais donné dans le dernier Quadbo sur la DeFi. Il y a des trucs sympathiques à farmer sur KittenSwap, donc s'exposer au token, c'est probablement pas une bonne idée comme c'est un VE33, même si certains VE33 au début, Aérodrome, Vélodrome, Selana, c'était plutôt sympathique. Là, KittenSwap, c'est un petit peu plus ambigu, et surtout les volumes ils sont anémiques. La hype a l'air de vite changer de bord, j'ai l'impression sur Hyperliquid. On a Index qui a fait son airdrop, hop, les gens passent au prochain. C'est fair play, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le jeu sur la DeFi, mais n'empêche qu'il y a quand même des rendements sympathiques sur KittenSwap, donc le protocole a encore un petit peu d'intérêt à mes yeux. Ensuite, on a un autre token qui s'est effondré, c'est BMT, le token de Bubble Maps, qui est franco-français. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit qu'il était suisse. Non, Bubble Maps c'est français, j'ai même été vérifié dans la documentation, c'est écrit en gros, ils aiment bien les baguettes d'après leur documentation. Et ils aiment bien aussi dumper leur token. Alors je sais pas si c'est la team de Bubble Maps, si c'est des investisseurs ou quoi que ce soit, et à vrai dire j'en ai un peu rien à foutre de qui est à l'origine de ça, puisque je suis pas exposé au token, mais ça devient presque habituel sur les projets français, voire même francophones, de voir ce genre de choses. On enchaîne avec les levées de fonds, et on commence par, alors c'est plutôt une acquisition, mais c'est pareil, on le met dans les levées de fonds. On a le wallet Rally qui a été acquis par OpenSea, et c'est intéressant parce que il y a CryptoDev qui a fait un petit post sur le sujet, et à la fin du post, il nous rappelle un truc, c'est que OpenSea, ils ont annoncé le lancement de leur token SEA. Alors ils ont pas annoncé la date, mais là le fait qu'ils aient acquis un portefeuille, pour moi, il y a des chances que ça arrive, et ça me rappelle un petit peu Magic Eden. Magic Eden, ils avaient, il me semble, forcé les gens ou donné un avantage aux gens qui allaient réclamer leur airdrop avec leur wallet, avec le wallet Magic Eden. Je crois que c'était même obligatoire d'utiliser le wallet du protocole. Donc peut-être qu'OpenSea va faire la même chose. Je dis ça, je dis rien. En plus, Magic Eden, c'est aussi une marketplace de NFT. Voilà, peut-être qu'on peut faire un lien de ce côté-là. On a Tether qui a investi dans Crystal Intelligence. Il y a Goku qui a fait un post, qui a traduit le post de Tether, ça explique un petit peu plus ce que c'est. Alors, Tether annonce un investissement stratégique dans Crystal Intelligence, une société d'analyse de blockchain qui fournit des solutions de surveillance des risques, de détection des fraudes et de renseignements réglementaires. Ça m'étonne pas trop qu'ils investissent là-dedans, parce qu'en ce moment ils sont en train de construire leur écosystème, leur blockchain, leur Layer 1 qui s'appelle, je crois que ça s'appelle juste Stable, ils se sont pas fait chier sur le nom. Et du coup, Goku cite: cet investissement représente une autre composante des efforts coordonnés de Tether pour lutter contre l'utilisation illicite de stablecoins en soutenant l'application de la loi et en créant un écosystème d'actifs numériques plus sûr et plus résilient. Bon, c'est du blabla pour dire, en gros, voilà, on va mettre un petit peu les moyens pour vérifier que les gens ils font pas des bêtises avec nos USDT. D'un côté, je suis partagé parce que c'est une bonne chose, mais ça indique que il risque d'y avoir un peu plus de surveillance et qu'on pourra pas forcément faire tout ce qu'on veut de nos USDT. Je le sens gros comme un camion, je le sens venir gros comme un camion cette histoire. Mais bon, on en reparlera. On se méfie des MNBC et compagnie, des monnaies numériques de banque centrale, mais l'USDT là, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre un virage qui va un petit peu dans la même direction que les MNBC. Mais bon, on en reparlera probablement à l'avenir. On a Kuru Exchange, pour revenir au levée de fonds, qui a levé 11,6 millions de dollars, et globalement c'est un protocole de perpétuel sur Monad qui est encore en testnet. Donc pour ceux qui farment à fond Monad, eh bien voilà, vous avez un nouveau protocole, allez regarder, vous avez un nouveau protocole sur lequel vous amusez. Ensuite, on a Ola XBT, une plateforme, comme c'est vendu, de trading crypto qui utilise de l'intelligence artificielle. Ils ont levé 3,4 millions de dollars. Pourquoi pas. On a Distinct Possibility Studios, c'est un studio de jeux vidéo qui a levé 30,5 millions de dollars dans le lot. Dans les investisseurs, on a plein de noms, on a notamment la fondation Tezos, mais ça c'est pas étonnant parce que le jeu qu'ils développent, j'ai oublié comment il s'appelle leur jeu, je vais aller voir ça, ça s'appelle Reaper, voilà, le jeu qu'ils développent va
tourner a priori, ou en tout cas il y aura une partie blockchain et ce sera sur Etherlink. J'en ai parlé un petit peu d'Etherlink parce qu'il y avait de la DeFi sympathique dessus, et dans les investisseurs aussi, et dans les... non pas dans les investisseurs, dans les développeurs de ce studio, on a notamment le CEO qui était derrière H1Z1, donc un des premiers, ou peut-être même le premier Battle Royale. H1Z1 c'est quand même un jeu qui a marqué un petit peu, ils ont levé quand même 30 millions de dollars, autant je suis pas très jeu Web3 ou quoi que ce soit, mais je demande à voir, je suis quand même curieux pour ce qui est du jeu Reaper, peut-être qu'on en reparlera un jour, qui sait. Et on termine avec quelque chose qui n'est pas une levée de fonds, mais on peut quand même englober ça là-dedans. On a CoreWeave, ou CoreWeave peut-être plutôt en français, en anglais c'est mieux, qui s'apprête à acquérir la société de mining Bitcoin Core Scientific dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars. Je suis à peu près sûr que si ça se fait, ça va être, on va retrouver cette acquisition sur Crypto Fundraising et compagnie, et ce sera du coup techniquement la levée, l'acquisition la plus élevée en crypto de l'année, très clairement. Je me souviens plus, il y a Coinbase je crois qui avait acquis un truc pour 2 milliards de dollars cette année. Il y a Binance aussi qui avait reçu 1 milliard de dollars. Là, 9 milliards de dollars, c'est quand même assez colossal. Comme d'habitude, après les levées de fonds, on enchaîne avec la minute DeFi. Ça, je peux vous garantir, ça durera pas une minute, mais on va parler de DeFi, c'est le plus important. Et on commence par une petite autopromotion. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne principale, j'ai parlé récemment de tous les meilleurs outils pour la DeFi, en tout cas une liste assez conséquente. Peut-être qu'il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés, que j'utilise de temps en temps, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une liste avec pas mal d'outils de DeFi, et bon, la vidéo est un peu longue, mais au pire, pour les plus opportunistes d'entre vous, vous avez les liens dans la description. Et puis la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez aller aussi aux parties de la vidéo qui vous intéressent. Ensuite, on a Morpho qui lance une nouvelle fonctionnalité. Je sais pas, je pense pas que ce soit sur tous les vaults, mais c'est assez possible que ce soit sur la plupart des vaults en tout cas. La fonctionnalité, c'est tout bête, ça permet de faire une boucle de prêt d'emprunt directement sur l'interface de Morpho, et c'est ce que permettait de faire des protocoles comme Contango et compagnie. Donc là, Morpho, ils sont un peu en train de pas tuer Contango, c'est un petit peu parce que Contango repose pas que sur Morpho, mais voilà, ça va limiter un petit peu, on va dire, la portée des outils comme Contango. Après, c'est dans leur avantage, hein, et puis c'est pratique aussi pour les utilisateurs, tout va se passer directement sur leur interface. Il me semble qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été implémenté sur Morpho, mais sur la version Morpho Blue, sur la version du côté de Compound sur Polygon. Et du coup, il y a déjà cette fonctionnalité du côté de Polygon. On pouvait déjà faire des boucles de prêt d'emprunt sur Ethereum, avec de l'Ether staké. Ensuite, on a Phantom qui lance le trading de perpétuel directement depuis son wallet via Hyperliquid. Bon, pas grand chose de plus à dire, hein, c'est du trading de perpétuel. Sur Hyperliquid d'ailleurs, sur leur écosystème HyperEVM, on a maintenant HyperEVM Scan, donc un explorateur de blocs, ça c'est cool pour aller faire 2-3 recherches, pour aller voir quelques informations aussi autour de la blockchain HyperEVM. On a le protocole Xtox Finance qui est traqué maintenant sur DeFi Lama. Je l'ai mis un petit peu ici pour rappel, c'est le protocole un petit peu à la mode qui tokenise des actions, des ETF et compagnie. Il y a pas mal de bruit autour de ce protocole, mais j'ai envie d'aller creuser un petit peu, de voir en détail comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a du mécanisme de rédemption? Est-ce que c'est liquide? Est-ce qu'on peut faire confiance? J'ai envie de creuser un petit peu plus. Peut-être que je ferai ça dans la soirée au moment où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, on a la vente du token de Pump.Fun qui débutera officiellement sur les exchanges le 12 juillet. Et pour moi, il y a un truc qui pue un petit peu, c'est que, a priori, ça devrait se passer sur Gate.io, ou alors peut-être que ça va se passer sur plusieurs exchanges, parce que c'est écrit que ça débutera officiellement sur les exchanges, et ensuite ça me parle de Gate.io. Donc peut-être qu'il me manque un truc, que la news est orientée, mais si c'est lancé vraiment que sur Gate.io, un petit peu curieux, pour un token d'une aussi grande envergure, pourquoi pas, mais ça sent un petit peu mauvais si c'est que sur Gate.io. Et je me dis aussi un truc, c'est que ce token peut-être qu'il arrive quand même un petit peu à la fin d'une hype. Voilà, certes il génère encore pas mal de revenus, Pump.Fun, je pense pas qu'il soit sur leur ATH actuellement. Est-ce qu'il finirait pas par lancer ce token pour voilà, prendre un bon gros billet d'un coup, se faire des thunes et ensuite profiter de l'argent, investir dans des badoirs, genre j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent de leurs sous, mais je sais pas, je me demande quand même si ça va pas marquer
pas la fin non plus de Pump Dot Fun, mais si ça va pas marquer un tournant un peu décisif, mais de manière négative pour Pump Dot Fun, on verra. Seul le temps nous le dira. On a Layer 0 qui est disponible maintenant sur l'écosystème de Katana. Bon, Layer 0 globalement ils sont compatibles avec toutes les blockchains qui se lancent, donc c'est pas une grosse surprise. On a une proposition qui est passée, plutôt un check de température qui est passé sur la gouvernance d'AAV. Donc c'est une proposition pour lancer AAV sur la blockchain Bob. Et la proposition, elle viserait aussi à ajouter SolveBTC et XSolveBTC en collatéral sur le protocole. Pourquoi pas, j'ai hâte de voir si ça va passer, j'ai hâte de voir si AAV va être lancé sur cet écosystème, et on en reparlera probablement parce que je pense que ça va passer cette proposition. Toujours sur BTC, on a le protocole BitFi qui est lancé maintenant sur la blockchain Core, et il y a aussi leur BTC wrappé, bridgé, appelez ça comme vous voulez, qui est disponible aussi sur l'écosystème Core. C'est un Bitcoin qui va générer du rendement. Actuellement, il est entre 5 et 8% APY. Je sais plus exactement comment ils vont générer du rendement. Je me demande si c'était pas une stratégie delta neutre ou une stratégie de market making ou quelque chose comme ça. J'avais été voir vite fait sur le protocole, je me souviens plus. En tout cas, un nouvel acteur sur Core. Core, c'est un petit peu la blockchain de la BitcoinFi. Je trouve qu'il y a beaucoup, ils sont beaucoup axés sur cette narrative. Du coup, c'est pas trop étonnant de voir ce partenariat, de voir ce protocole migrer du côté de Core. Un petit point sur Avalanche. J'ai deux news sur Avalanche. D'abord, on a le protocole Avent, dont je parle de temps en temps, qui a dépassé les 90 millions de dollars de TVL. C'est cool pour eux. Et on a aussi 40 Acres. Je pense que je prononce toujours mal le nom, mais c'est pas grave, qui s'est déployé sur Avalanche. C'est dommage. Hier, quand il venait de se lancer, il y avait un APR qui était sexy, qui était à 20%, ça donnait envie. Là, il est autour de 10%, ça donne un peu moins envie, mais ça reste quand même sympathique. Et le protocole est toujours disponible aussi du côté d'Optimism et d'Arbitrum, j'allais dire non, du côté d'Optimism et de Base. Dans les intégrations, on a aussi l'USD1 qui est arrivé sur la blockchain Ethereum sur Dolomite. Alors, soit je m'en rappelle plus, soit j'avais loupé un truc. Dolomite, ils sont sur Ethereum. J'avais complètement zappé, j'avais pas fait attention, ou j'avais oublié que Dolomite était sur cet écosystème. Donc voilà, maintenant on peut déposer de l'USD1 en collatéral. J'ai été voir un petit peu sur la DeFi s'il y avait des choses sympathiques à faire avec ce stablecoin, et pour l'instant, j'ai pas trouvé des choses hyper croustillantes, hyper convaincantes, mais ouais, quoique, si on cherche bien, il y a peut-être des paires de stablecoins dans des pools de liquidité qui ont des rendements sympathiques, mais je sais pas, j'ai pas trouvé de choses intéressantes au point d'en parler dans un DeFi Actu pour le moment, mais je pense qu'on en reparlera probablement de cette USD1. On a quelque chose d'assez inédit, le protocole Vertex. C'est un protocole de perpétuel, un protocole de trading qui va rejoindre la fondation Inc. En fait, ils ont plus ou moins été acquis, si je dis pas de bêtises, par Inc On-Chain, donc la blockchain de Kraken. Ce qui est intéressant, c'est que leur token va cesser d'exister, en quelque sorte, et les tokens Vertex, ils vont être swappés, ils vont être échangeables contre des tokens Inc. Alors quand ce dernier sera lancé, ça nous parle même d'un airdrop a priori. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est la courbe du token de Vertex. Alors là, vous allez me dire, oui bon, ça descend, ça a peut-être commencé à descendre après la news. Le graphique est en daily. Donc ça veut dire que là, la baisse qu'on a, c'est depuis mi-juin, même début juin. La news est sortie le 8 juillet. Donc c'est quand même un petit peu suspect, ça fait plus d'un mois, même un mois tout pile plutôt, ça fait depuis le 8 juin qu'il y a quasiment que des bougies rouges tous les jours sur le token de Vertex. Avouez que c'est quand même un petit peu curieux, et même si on prend un peu plus de recul, si on regarde depuis le début d'année, même depuis Noël, tiens, depuis le 25 décembre 2024, ça fait que diminuer, ça fait que baisser le token Vertex. Bon, c'est quand même un petit peu gros pour que ce soit un simple hasard, donc forcément il y avait des gens qui étaient au courant, à mon avis, qui se tramaient un truc du côté de Vertex. Alors aussitôt en janvier, je pense pas, mais en tout cas à partir de juin, il y a aucun doute qu'il s'est passé quelque chose, parce que le token a commencé à baisser, à dumper plus fort encore. Alors qu'en général, je regarde beaucoup les tokens comme ça qui sont beaucoup pété la gueule, parce que j'ai tendance à m'intéresser un petit peu à voir quoi shorter en ce moment sur le marché, et un token qui s'est déjà tapé un moins 90%, c'est rare qu'il fasse un dump comme ça. En général, c'est qu'il y a un truc très mauvais qui vient de se passer, sauf que là en juin, il n'y avait pas encore de news, ou alors
peut-être que j'ai pas suivi le protocole, ils avaient peut-être annoncé des trucs en juin, mais je trouve ça un peu curieux. J'ai quand même allé voir le compte du protocole, peut-être qu'ils avaient communiqué plus tôt, au mois de juin. Là, le 18 juin, ils nous avaient parlé de récompenses en token AVAX et en token SEI, donc c'est plutôt positif comme truc. Et si je reviens à début juin, bah pas vraiment en fait, il n'y a pas eu de choses négatives a priori qui a été communiquée en tout cas sur le compte de Vertex, donc j'ai du mal à croire qu'il y ait une autre news, que ce soit pas des insiders, des gens qui étaient au courant du côté de chez Vertex. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, du côté d'échelon sur la blockchain Initia, c'est un écosystème sur lequel j'ai jamais été, mais ça donne quand même un petit peu envie. A priori, il y a du liquid staking sur cet écosystème et il y a des LST qui ont des rendements de fou furieux. J'imagine que c'est incentivé, qu'il y a des intérêts bonus, donc ça donne envie de creuser un petit peu plus, potentiellement aussi des stratégies en delta neutre à faire. Mais ça, j'ai pas été voir en détail, donc c'est pour ça que je dis potentiellement. Et puis, comme vous le savez probablement, ça change très vite les rendements sur la DeFi, ça a tendance à beaucoup bouger. On a une nouvelle pool qui est déployée sur le protocole Spectra. Spectra, c'est comme Pendle Finance, une nouvelle pool autour de l'USDX. J'aime bien ce stablecoin, même si il a un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de rédemption a priori. Donc nouvelle pool du côté d'Arbitrum, voilà, on peut avoir des points et compagnie, c'est génial. On peut aussi avoir du rendement. J'ai pas été voir en détail ce que ça donne. Je sais que la précédente pool était pas mal, il y avait un rendement qui était pas dégueu. Est-ce que là le principal token est au rendez-vous? Est-ce qu'on a un truc sympathique? 8% fixe sur le principal token. Ah, c'est moins bien. Je me rappelle que le précédent marché, on était autour de 12%, même plus de 12% pendant un moment sur le principal token, donc 12% de rendement fixe, c'était pas dégueu. Mais bon, là il y a 8%, ça mature dans 6 mois quasiment, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Et si je vais du côté de la pool de liquidité, ouais, même du côté de la pool de liquidité, le rendement est pas zinzin et les points, je suis pas sûr qu'ils valent grand chose. Donc malheureusement, c'est un peu moins intéressant et globalement, tout ce qui est marché autour de Pendle et compagnie, les rendements sont quand même un petit peu moins croustillants que ces derniers mois. Ensuite, du côté de Yield Finance, il y a une baleine qui a minté 2,8 millions de YUSD, donc c'est le stablecoin du protocole. C'est un petit protocole, 2,8 millions, c'est pas une petite somme. Il y a même à peu près 40 millions de dollars de TVL maintenant sur le protocole. Donc c'est presque 10%, allez, on va même baisser un petit peu maintenant, c'est à peu près 7% des liquidités du protocole. Il y a une baleine qui est arrivée qui a posé 7% des liquidités du protocole, c'est quand même pas mal. On a la DAO d'Arbitrum qui détient 1,13 milliard de dollars en token Arbitrum, c'est 93% de ce qu'ils détiennent dans leur trésorerie. Ils ont aussi de l'Ether, de l'USDC et des Real World Assets a priori, et j'ai été vérifié, mais 1,13 milliard de dollars en token Arbitrum, ça représente à peu près un tiers des tokens Arbitrum. J'avais complètement oublié qu'ils s'étaient alloués autant de tokens. Ça se fait plus trop maintenant de voir des teams qui s'allouent autant de tokens. Enfin, si ça se fait, mais c'est juste que maintenant ils disent qu'ils ont 10%, mais il y a 10% pour ci, 10% pour ça, 10% pour machin, 10% pour ceci, et en fait tous les tokens sont à la team. Donc là, techniquement, ça fait un peu peur. On se dit ils ont un tiers des tokens. Honnêtement, je suis à peu près sûr que sur les tokens avec des investisseurs derrière et compagnie, c'est la moyenne saine, 30%. Je dis peut-être des bêtises, mais 30%, ça me choque. Le pire, c'est que 30%, ça me choque même pas. Quand je sais qu'il y a des tokens qui trichent un petit peu sur leur tokenomics et en réalité il y a genre 50% des tokens à la team quand on compte le marketing, tout ça. Un tiers, c'est pas si choquant que ça. Et en plus, ils en ont distribué pas mal. Je pense qu'ils vont continuer d'en distribuer. Ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir incentiver assez longtemps sur leur écosystème. Ça m'étonnerait que la plupart de ces tokens, ils vont les vendre pour payer les employés ou quoi que ce soit. Ils ont des trésoreries en USDC et en Ether. Je pense qu'ils vont plutôt taper là-dedans. À mon avis, les tokens Arbitrum, en plus, je pense que les tokens Arbitrum sont encore bloqués pour la DAO, mais ça c'est pas sûr, pour la trésorerie. Mais je pense que la plupart, ils vont être destinés à être distribués pour des incentives, pour des intérêts bonus. On termine la vidéo avec un petit point airdrop et j'aurai aussi un petit mème du jour. Ça va vraiment être un petit point airdrop. J'ai 3 news seulement et il y en a une qui est un peu anecdotique parce que j'ai décroché. Je ne suis plus du tout Layer 3 et là ils sont déjà à leur 6e saison. Ils font des saisons toutes les semaines ou quoi? J'ai l'impression, j'étais encore resté à la saison 4 et là je vois que la saison 6 se termine.
Donc écoutez, hein, pour ceux qui farment du côté de Layer 3, la saison 6 arrive à sa fin, on a l'airdrop de Sonic, on a une news du côté de l'airdrop de Sonic, ça va tomber aléatoirement entre le 15 juillet et le 22 juillet. C'est la première fois que je vois ça, ils vont tirer au sort l'arrivée de l'airdrop. Pourquoi pas, je demande à voir, c'est assez rigolo, et normalement dans quelques jours aussi, on a normalement l'airdrop de Kinza Finance. Kinza Finance, c'est toute une histoire. De base, ils devaient lancer leur airdrop au premier trimestre 2024, et ça s'est jamais fait. Et cette année, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer leur token, mais que juste avant ça, ils faisaient une petite saison 2 qui allait durer quelques mois, et je suis retombé dessus par hasard en échangeant avec quelqu'un sur Twitter. En fait, ça m'est venu, j'ai cité Kinza, et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir Kinza, je vais voir s'il y a des news. Pas vraiment d'update, ils ont pas parlé du TGE récemment, j'ai l'impression. En tout cas, ils ont pas donné de date ou quoi que ce soit. Mais, ils avaient donné une date il y a pas si longtemps, en avril, ils avaient dit que la saison 2 durerait 3 mois, et a priori, après la saison 2, que le TGE allait être lancé. Ça fait 1 an et demi, ils ont 1 an et demi de retard, même quasiment 2 ans, parce qu'en réalité, il me semble que de base, ils devaient se lancer fin 2023, donc ils ont 2 ans de retard sur leur TGE. Je suis curieux de voir s'ils sont capables de repousser encore, ou s'ils vont vraiment faire leur airdrop. En tout cas, si vous avez farmé du côté de Kinza, ne vous attendez à rien. Je sais, c'est pas terrible pour terminer ce point airdrop, mais on fait avec ce qu'on a. Pour terminer du coup la vidéo, on a un petit mème du jour, c'est Drake qui mentionne le Bitcoin dans une nouvelle chanson, What Did I Miss? Il dit, je vois ça comme un Bitcoin, ça pourrait baisser cette semaine et monter la semaine prochaine. Ah, des paroles qui font réfléchir, qui sont très profondes. Il y a un autre artiste aussi qui a sorti un son récemment, il y a 7 jours le clip est sorti, c'est Baby No Money. Il a sorti le son 1-800, et dedans il dit I got a lot of Bitcoin, il me semble. C'est pas la première fois qu'il cite Bitcoin ou qu'il cite les cryptos, d'ailleurs Baby No Money, donc voilà, c'est un petit peu léger, c'est parfait pour terminer les news d'aujourd'hui. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.